Aujourd'hui, Amélie Roy-Bergeron revient sur la formidable histoire du parc Dominion. Chloé Poitras-Raymond nous présente à travers la production historienne l'évolution du concept de viol comme arme de guerre. Finalement, Vicky Laprade retrace la naissance et la complexe histoire de l'armée républicaine irlandaise. Mon nom est David Girard, de retour à l'animation cette semaine. Bienvenue à cette nouvelle émission d'histoire de passer le temps. Bravo. Bonjour David. C'était une belle intro. C'était très punché. Je savais pas où tu t'en allais. Non, moi non plus. Excellent rythme. Également présent en studio, Oriane Daven à la régie. Bonjour. Et il n'y a personne d'autre cette semaine. D'habitude, on est il y a plein de monde, mais là, non. Non, c'est ça. Une belle équipe pour vous accompagner cette semaine. Comment allez-vous tout le monde? Bien, j'espère. Ça va bien. Il fait beau, hein? Ouais, en tout cas, ça va. Hey, ce printemps qui arrive, ça m'a comme donné une nouvelle énergie. On se sent tous revivre un peu. Chloé s'est joint à nous cette semaine pour la première fois. Hein. Qui est-elle? Sur quoi travaille-t-elle? Chloé, veux-tu te présenter brièvement? Oui, donc je fais ma maîtrise ici à l'UQAM avec Anthony Steinhoff et je travaille sur la violence sexuelle en temps de guerre, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Formidable. Bienvenue. Vicky, l'armée républicaine irlandaise a encore fait parler d'elle cette semaine, la semaine dernière en fait. Mais oui, malheureusement. Ah, on va voir tantôt. Et Amélie, les salles de spectacle, c'est terminé. Hein? Maintenant, on parle de manège. Ben, en fait, ouais. Ben, je continue ma série sur les parcs. On a très hâte d'entendre ça. Ouais, fait que tantôt, le parc Dominion. Ça risque d'être bien. Et avant de débuter en chronique, Oriane, que nous racontes-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Ah! C'est beau, hein? C'est vendeur comme ça? On connaît tous ça, oui. Ouais. Pont-Saint-Esprit, c'est une petite ville du département du Gard, dans le sud de la France. Puis elle est rendue célèbre, cette ville, notamment parce que en août 1951, il s'est passé plein de choses bizarres dans ce village-là. À ce moment-là, la ville compte 3000 habitants et en fait, au lendemain de la fête du 15 août, il y a des choses de plus en plus étranges qui apparaissent. Normalement, c'est une ville qui est très calme, puis là, il y a des habitants à la nuit tombée qui déambulent dans les rues, puis ils disent des affaires qu'on comprend pas tout à fait ce qu'ils disent. Puis il y a des gens qui racontent qu'ils vont pas dormir pendant près d'1 mois après cette date-là, puis il y en a surtout beaucoup qui racontent qu'ils ont des douleurs très importantes, comme s'ils brûlaient de l'intérieur. Mais les symptômes empirent. Là, c'est que le début. Une petite indigestion. C'est exactement ce qu'on pense au début. On pense qu'il y a une le 15, 14-15, puis... On pense que c'est une indigestion collective, mais on se rend compte que, en fait, il y a ce qu'on va appeler la nuit de l'apocalypse. C'est vendeur comme ça. Mais et donc, pendant cette nuit-là, il y a près d'une centaine de personnes qui sont touchées en même temps par des hallucinations très importantes. Donc, en fait, ça a d'abord commencé par les animaux. Donc, par exemple, il y a des chiens, des chats qui vont mordre leurs propriétaires sans raison. Puis, ça va passer aux humains. Les hallucinations qui sont rapportées, c'est par exemple la vision d'un plafond d'où coule du sang. On entend des hurlements dans les rues, dans les maisons. Voyons, l'exorciste. Mais c'est exactement ça. Il y a des gens même qui vont se jeter par les fenêtres en croyant qu'ils peuvent voler. Il y en a d'autres qui vont jeter dans le Rhône parce qu'ils se disent poursuivis par des démons. Puis il y a un homme aussi qui raconte que il a passé toute la nuit à compter les carreaux de sa fenêtre. Puis une fois arrivé au bout, il remontait puis il recommençait. Genre, il y a des choses qui sont plus ou moins graves, on va dire. Non, mais on sait jamais si on a bien compté. Il faut recommencer des fois, tu sais. C'est exactement ça. Et donc, au plein milieu de la nuit, le maire du village, il appelle la préfecture, puis la préfecture lui envoie des gendarmes, des militaires et notamment des ambulanciers militaires avec des camisoles de force pour transférer les personnes devenues folles dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est à ce moment-là que l'histoire elle dépasse les limites du village, puis ça devient vraiment l'affaire du pain maudit. Faut savoir que à ce moment-là, il y a déjà 7 morts, 300 personnes intoxiquées et 30 internements, et on cherche toujours la raison de cette folie. Et puis c'est un médecin qui est en vacances dans la région, puis lui il voit dans les nouvelles ce qui se passe à Pont-Saint-Esprit, puis en fait dans la description des symptômes, il y voit quelque chose qu'il a déjà lu dans des écrits du Moyen-Âge, d'une maladie qu'on appelait au Moyen-Âge l'ergotisme ou le feu Saint-Antoine. Donc le feu Saint-Antoine, c'est en rapport aux sensations de brûlure que ressentent les gens qui sont touchés par ça. Et donc les symptômes, c'est ça, c'est les hallucinations et aussi la gangrène notamment. Il y a des gens qui ont de la gangrène. J'ai oublié de le dire, surprise. Et donc, la ressemblance, elle est frappante. Et donc, on conclut que le responsable de toute cette folie, c'est la présence d'ergot de seigle dans le pain. Donc, l'ergot de seigle, qu'est-ce que c'est? C'est un champignon parasite de plusieurs céréales, notamment du seigle, mais aussi du blé, qui rend en fait ces céréales non comestibles, toxiques et hallucinogènes. Donc, à savoir que, par exemple, le LSD est un dérivé de l'ergot de seigle. Donc, vous imaginez voilà ce que ça fait. C'est ça, l'ergot de seigle. Et donc en fait le commissaire de police qui est chargé de l'affaire, lui il a pas mal de pression de ses supérieurs pour que l'enquête ça aille vite. Donc il fait son enquête, il remonte les boulangeries, les meuniers et tout, puis il trouve un coupable idéal, c'est un meunier qui est pas trop scrupuleux puis qui aurait donc vendu de la farine contaminée plutôt que de l'acheter. Mais à surprise, 2 mois plus tard, le meunier finalement il est libéré parce qu'on manque de preuves.
Et en fait, ça fait qu'on n'a toujours pas trop de responsables. Puis l'État français, en fait, lui, il veut mettre fin à cette histoire-là parce que, en fait, c'est juste après la guerre et l'État français, il a fait toute une publicité sur le pain en disant oui, le pain, c'est la base de l'alimentation, il faut tous manger du pain. Donc après les problèmes d'alimentation de la guerre, on poussait les gens à manger du pain. Et la solution, elle vient de Suède où il y a un chercheur qui suit un peu l'histoire de loin puis qui, lui, il voit une corrélation avec l'intoxication au mercure. Et l'État français saute sur l'occasion et dit « Ah, c'est une intoxication au mercure !» Parce qu'en fait, il veut pas donc mettre le doute sur le pain. Parce donc que c'est quand même tout un peu sauf cette le job. pain. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, on ferme l'enquête. Mais ce n'est toujours pas fini. En 2007, il y a un journaliste américain qui s'appelle Hank Albarelli qui travaille en fait sur le suicide d'un scientifique qui s'appelle Frank Olsen et qui notamment faisait des expériences de contrôle mental pour la CIA dans les années 50. Et il revient sur l'affaire de Pont-Saint-Esprit et puis il avance le fait que en fait la CIA aurait fait des tests de pulvérisation aérienne de LSD dans l'optique d'utiliser la LSD comme arme de guerre en fait. Et bon, alors ça s'est beaucoup médiatisé cette affaire-là, mais finalement bon c'est peu probable dans le sens où en fait tous les gens qui sont devenus fous auraient mangé le pain d'une seule et même boulangerie. Donc ça reste quand même un peu un mystère, il y a toujours un peu un mystère autour de cette affaire-là, du pain maudit de Pont-Saint-Esprit, mais la plupart des gens partent sur l'idée que c'était le problème de l'ergot de seigle, donc qui est connu en fait depuis le Moyen-Âge, mais qu'on n'avait plus trop, parce qu'en fait ça se voit à l'œil nu, l'ergot de seigle. C'est ça devient tout noir. Puis est-ce qu'il y a des gens qui sont morts ou c'est juste comme tout le monde a eu un trip non, il y a eu 7 désiré? morts quand même. Quand même. Quand on se jette par la fenêtre, on peut se casser une jambe, mais on peut mourir aussi. Je pensais juste au gars qui comptait ses carreaux de fenêtre. Je disais, Oui. Merci. Tout ça reste très énigmatique. Voilà, merci. Vicky, je me tourne vers toi. On vient d'en parler. L'IRA a revendiqué des colis suspects qui ont été découverts en Écosse et à Londres le 5 mars dernier. Tu nous en parleras d'ailleurs davantage la semaine prochaine lors de la seconde partie de ta série sur la complexe histoire de cette organisation politique. Aujourd'hui, tu nous amènes en 1913, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Oui, complexe, c'est vraiment le mot. Alors, je vais essayer de faire ça le plus simple possible, mais ça risque d'être tout de même une petite soupe à l'alphabet. Donc, dans des chroniques précédentes, je vous ai déjà parlé de l'essor du mouvement nationaliste irlandais, qui allait grosso modo naître au 19e siècle, puis du mouvement nationaliste allait émerger le mouvement indépendantiste. Donc, dans la foulée du mouvement indépendantiste, plusieurs organisations vont être créées, dont des organisations paramilitaires. OK. Alors, l'IRA, dans le fond, c'est la fusion de deux de ces organisations nationalistes et paramilitaires-là. Je vous les présente rapidement. Donc, il y a l'Irish Volunteer Force, que je vais simplement appeler IVY, et l'Irish Citizen Army, pardon, lapsus. Non, c'est ça, l'Irish Citizen Army, pardon. J'avais l'ICA. Donc, on a l'IVY et on a l'ICA. Alors, l'ICA est fondée dans le cadre d'une importante grève qui a lieu à Dublin en 1913. Puis, c'est une milice qui est composée de citoyens et qui va avoir pour principal mandat de défendre les ouvriers de la police qui est assez répressive. Okay. L'IVY, quant à elle, c'est un contexte qui est complètement différent. Elle aussi naît en 1913, mais elle est une réponse à une formation d'une milice, en fait, nord-irlandaise. Donc, la milice nord-irlandaise, elle est pro-britannique et elle ne veut pas voir le retour d'un parlement à Dublin. Donc, grosso modo, elle va notamment importer beaucoup de quantités d'armes, puis le parlement anglais va souvent lever les yeux puis va faire comme si rien se passait. Donc, la CIA tire ses racines, en fait, dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical. Est-ce que la CIA, l'IVY, pardon, a la même origine, les gens qui joignent ce mouvement-là, ce ne sont pas les ouvriers, c'est ça que je comprends non, ici? C'est ça. Donc, c'est des gens qui sont nationalistes et qui sont plus radicales. Donc, ils vont créer une association, une organisation pour défendre le retour d'un parlement à Dublin, mais aussi pour s'opposer à l'organisation paramilitaire nord-irlandaise. Okay. Donc, ils ont déjà là, une mentalité pro-armes, puis c'est complètement différent. Dublin étant en Irlande du Nord? Non. En Irlande du Sud? C'est ça. Bravo, pour les auditeurs, là. Belfast en Irlande du Nord, Dublin dans la République d'Irlande. Merci. C'est pas au sud, mais bon. Non, mais c'est loin, l'Irlande. Cours de géographie sans eux. Ouais. On recommande une petite carte à tout le monde, hein, David? Les auditeurs n'ont pas de carte, là, ils nous écoutent en ce moment dans leur voiture. Oui. Pense à eux. Et elle. Alors, on arrive, donc on arrive, comme tu disais tout à l'heure, à la veille de la Première Guerre mondiale, puis les tensions en Irlande sont à leur comble. Alors Londres va essayer de régler la situation en proposant une solution temporaire. Ce qu'elle propose, c'est de diviser temporairement l'Irlande en deux entités. Nord-Sud. Okay.
Et cette solution ne fait pas l'unanimité, là, ça fait en fait pas le bonheur de beaucoup de gens. D'une part parce que les unionistes, qui sont au nord, David, sont majoritairement protestants et pro-britanniques, comme je le disais tout à l'heure, donc ils sont vraiment pas d'accord avec l'idée de voir l'Irlande devenir indépendante. Puis de l'autre côté, on a les nationalistes qui sont majoritairement au sud, et eux ne sont pas non plus d'accord avec la division de l'île parce que ça serait une indépendance inachevée. OK. Donc, dans les deux cas, personne ne veut cette solution. Alors, finalement, on arrive en août 1914 et Londres promet le retour d'un parlement à Dublin, ce qu'on nomme le Home Rule. Et l'Ulster, en serait exclu. Mais heureusement ou malheureusement, tout dépend des points de vue, la Première Guerre mondiale éclate et la situation est suspendue. Donc, l'Angleterre croit avoir évité une crise, mais je crois qu'elle ne pouvait pas davantage se tromper. Donc, on arrive au début de la Première Guerre mondiale et plus de 170 000 Irlandais, entre guillemets, du Sud, vont s'enrôler dans l'armée britannique, principalement parce qu'ils se disent que s'ils vont faire la guerre, ils vont aider à entériner la guerre le plus rapidement possible et donc pouvoir revenir en Irlande et voir l'instauration d'un parlement. Cette solution-là déplaît aux plus radicaux, qui vont en fait une traîtrise là, dans l'enrôlement militaire, et ça va créer deux camps. Alors, les plus radicaux sont tannés d'attendre que le Parlement soit instauré, ils veulent une indépendance, ils la veulent maintenant. Okay. Et pendant que les autres sont partis en guerre, ils vont commencer à préparer une insurrection. Donc, dans les 2 années qui vont suivre, de 1914 à 1916, cette minorité, surtout issue de l'Ivy et des ICA, vont s'organiser, puis ils vont préparer le soulèvement qui est prévu pour Pâques 1916. Puisque, comme le dit si bien le vieil adage irlandais, là, les difficultés de l'Angleterre sont les opportunités de l'Irlande. Ah. Donc, l'Angleterre est en guerre, c'est le temps de frapper. Et pourquoi à Pâques? Pâques, parce que je crois, c'est une longue fin de semaine, donc la majorité des Britanniques, des soldats sont partis dans leur famille, sont à l'extérieur de la ville. Ah. C'est le moment de frapper. Alors pour diverses raisons que j'exposerai pas aujourd'hui, là, le soulèvement est un échec et la répression qui va suivre est considérée comme exagérée, puisqu'en effet, Londres réagit assez fortement et même plutôt violemment. Puis quand on sait que la population irlandaise s'opposait au soulèvement et se rangeait derrière les Britanniques, on se dit que Londres aurait peut-être pu y aller un petit peu plus mollo et ne se serait pas fait un ennemi de la population. Au final, cette répression va coûter le support de la population britannique et ils vont faire malgré eux des héros, là, des prisonniers d'avril 1916. De plus, et c'est très important, le soulèvement est également considéré comme marquant la fondation officielle de l'IRA, puisque la majorité des insurgés vont rejoindre ses rangs. Okay. Alors, c'est vraiment le bastion, le militant. Donc, au lendemain du soulèvement, le mouvement séparatiste se retrouve privé de direction. Soit parce que ses dirigeants sont en prison, ou bien ils ont été exécutés. Puis, comme je disais, la répression est forte à un point où on arrête même des gens qui n'ont pas participé au soulèvement. Là. On prend pas de chance, on ratisse large. Exactement. Paradoxalement, c'est un parti politique, le Sinn Féin, qui va être blâmé pour le soulèvement, puisqu'il rallie la majorité des séparatistes sous sa bannière. Alors Londres va pas vraiment se casser la tête, puis elle fera pas de distinction entre toutes ces organisations-là. Puis c'est le Sinn Féin qui va principalement écoper. Donc d'une certaine manière, cette répression-là va encore aider les séparatistes, puisqu'elle va populariser le Sinn Féin. Et ils vont gagner des sièges dans la quasi-totalité du pays aux élections suivantes, en prônant notamment que l'indépendance est la seule solution aux agissements de l'Empire britannique. Alors, la même année, on est toujours en 1917, si vous me suivez, la plupart des prisonniers vont être relâchés, puis beaucoup vont rejoindre le Sinn Féin, dont 2 figures importantes sur lesquelles on va revenir plus tard et la semaine prochaine, Eamon de Valera et Michael Collins. Alors, avec l'arrivée de ces hommes et de ces femmes qui ont participé au soulèvement et qui sont des ex-prisonniers, le Sinn Féin va être restructuré. Principalement, comme le souligne une historienne, Agnès Maillot, parce que les nouveaux arrivants soutenaient l'idéal d'une république et étaient prêts à avoir recours aux armes si c'était nécessaire. Alors que jusqu'ici, le Sinn Féin avait été une organisation politique pacifique. Donc, il ne prônait pas les armes, il ne prônait pas le recours à la violence. Là, c'est complètement l'inverse. Il faut vraiment y avoir une radicalisation à partir de ce moment-là. Donc, au tournant de l'année 1918, la situation là est loin d'être réglée en Irlande. L'Angleterre est toujours en guerre. Les unionistes ne veulent toujours pas se séparer et les séparatistes veulent encore plus se séparer. Donc, on n'a pas trouvé de solution. Alors, entre-temps, Eamon de Valera, il va devenir président du Sinn Féin, en plus d'être toujours un membre des Ivy, ce qui va resserrer les liens, finalement, entre l'organisation politique et l'organisation paramilitaire. Michael Collins, tant qu'à lui, va être nommé directeur des Irish Volunteers et va... pas des Irish Volunteers, pardon, mais d'une section des Irish Volunteers, et va mettre en place un service des renseignements qui est très important. Okay. Donc, tout au long de l'année 1918, la situation continue de s'enliser. L'Irlande est en route vers une guerre d'indépendance. Donc, on arrive en janvier 1919 et les élus du Sinn Féin refusent toujours de siéger à Westminster en signe d'opposition et vont fonder leur propre assemblée irlandaise à Dublin, le Dáil Éireann.
Bien entendu, les unionistes refusent de donner toute légitimité à cette assemblée parce que c'est beaucoup des catholiques et qui veulent l'indépendance. Puis d'autre part, l'Angleterre refuse aussi de la légitimer, non seulement parce que le leader de l'assemblée, c'est Eamon de Valera, qui s'est enfui de prison 2 mois plus tôt. Donc, quand même. pas très... Ouais. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est toujours au lendemain de la Première Guerre mondiale, et donc on est en plein dans la déclaration des droits à l'autodétermination du président Wilson. Et ça fait écho en Irlande. Puis les Irlandais ont les yeux rivés sur le traité de Versailles et ils espèrent vraiment que l'Irlande va être reconnue comme indépendante. Okay. Alors la première action de l'Assemblée irlandaise, ça va être de demander aux autres nations de reconnaître l'Irlande comme une république indépendante, mais ça n'arrivera pas. Donc l'IRA, finalement, c'est l'héritière là, de toute cette situation politique-là et de ces conflits internes. Puis elle prend réellement forme au moment où l'Assemblée irlandaise est inaugurée, soit en janvier 1919. Pour une raison différente, c'est qu'en fait, 3 membres de l'IV, donc des Irish Volunteers, vont tuer 2 policiers de la police irlandaise dans le cadre d'une embuscade. C'est également l'événement qui va marquer le début de la guerre d'indépendance qui va opposer la Grande-Bretagne à l'Irlande. Alors, comme le souligne Agnès Maillot, c'est la première manifestation de l'Irish Republican Army, puis dès ce moment-là, l'IRA devient vraiment quelque chose de concret. Donc, elle est plus seulement une organisation secrète qui est vouée à la préparation d'un soulèvement pour l'indépendance de l'Irlande. L'IRA, ça devient une armée au sens propre du terme, composée d'un corps militaire qui est entraîné et qui est prêt à se battre. Alors, l'IRA va s'organiser de manière clandestine à travers tout le pays, puis elle va adopter la guérilla, surtout rurale, comme principale stratégie de combat. Alors, les soldats de l'IRA vont devenir, bien évidemment, des spécialistes des embuscades et des attaques rapides, puis leurs victimes sont surtout des membres des autorités britanniques, de la police irlandaise et des troupes britanniques qui sont stationnées en Irlande. Donc, on cible vraiment l'autorité britannique. Oui. Okay. La présence anglaise en Irlande. Avec le début de la guerre d'indépendance, l'IRA va prêter serment à l'Assemblée irlandaise et devenir officiellement l'armée de la République irlandaise. Est-ce que l'IV et l'IC disparaissent à ce moment-là? L'IV a eu une scission, donc ça devient 2 choses différentes, mais l'IC disparaît pas mal, puis c'est absorbé dans l'IRA, okay. Et une partie des Irish Volunteers aussi. OK. Donc en 1920, comme je le disais, on est en pleine guerre d'indépendance, puis cette guerre-là va être d'une incroyable violence. Là. Pour chaque attaque de l'IRA, il va bien évidemment avoir une contre-attaque de la Grande-Bretagne. Puis à un moment donné, l'Empire va continuer d'envoyer des troupes combattre en Irlande et on va voir la formation de 2 organisations. Les Black and Tans, qui est un groupe armé composé d'ex-soldats, à ce moment-là démobilisés, et la formation des Auxies, qui est des auxiliaires de la police irlandaise. Donc ces 2 groupes sont reconnus là, pour leur comportement extrêmement violent et répressif, non seulement à l'égard des membres de l'IRA, mais aussi de la population. Alors ils sont vraiment pas très populaires, là, pour le dire comme ça. Puis le sommet de cette violence-là va être atteinte quand l'IRA, sous le commandement de Michael Collins, va tuer une dizaine de personnes soupçonnées de travailler pour les renseignements britanniques. Alors certaines personnes sont même tuées là, à même leur domicile. Donc c'est quand même très violent comme conflit. Est-ce qu'il y avait des preuves de ça? J'imagine qu'ils ont fait comme une enquête ou ça a été vraiment fait, je sais pas. Non, je pourrais pas dire. Comment ça va être des agents? J'imagine qu'il y avait une partie qui était incertaine, en fait. Là, on ciblait large de la même façon qu'on s'est fait cibler largement. Mais ils sont soupçonnés, là, donc c'est pas clair s'ils sont vraiment au service britannique ou non. Mais Michael Collins, c'est une personne qui est très radicale, là, puis il veut l'indépendance. Il prend pas de chance. C'est ça, exactement. Et en représailles, finalement, de ces meurtres-là, les Black and Tans vont entrer dans un stade de football gaélique le dimanche 21 novembre et vont ouvrir le feu sur la foule. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont mourir à ce moment-là, puis ce triste événement est surnommé Bloody Sunday. Attention, là, c'est pas le Bloody... Non, c'est pas le Bloody Sunday de U2. Bono fait bel et bien référence à un Bloody Sunday irlandais, mais on va pouvoir en reparler la semaine prochaine. C'est plus tard, oui. Alors, l'escalade des tensions va surtout se traduire par un conflit social, si je peux dire, qui se déroule dans le nord-est et qui oppose les catholiques, je le répète, majoritairement nationalistes, et les protestants, majoritairement unionistes et pro-britanniques. Puis je pense que c'est ce conflit-là qui caractérise vraiment l'histoire de l'IRA, non seulement parce qu'il va s'étendre jusque dans les années 90, mais aussi parce qu'il va être beaucoup plus médiatisé. Je disais... Alors, en 1920, des milliers de catholiques vont perdre leur emploi parce qu'ils vont être envoyés des chantiers navals de Belfast.
et les nationalistes vont se sentir interpellés par cette situation-là. Donc Londres, elle essaie toujours de trouver une solution. Elle va mettre en place une nouvelle loi dont les principaux objectifs sont la création de 2 parlements semi-autonomes, un à Dublin pour les 26 comtés du Sud et un à Belfast pour les 6 comtés du Nord. Comme tout à l'heure, ça fait pas le bonheur de beaucoup de gens. Puis, ils vont devoir entamer des négociations, en fait. La solution est rejetée par les séparatistes et elle est rejetée par les unionistes. Alors, c'est 2 mois de négociations qui vont prendre lieu et finalement, les délégués de l'Irlande du Sud vont signer un papier. De ces délégués, il y a Michael Collins. Donc, Pourquoi accepte-t-il de signer un papier? Il accepte non seulement parce qu'il y a les pressions de la Grande-Bretagne, mais également parce qu'il pense pas que l'IRA est en mesure de maintenir une guerre comme ça à long terme. Okay. Fait que pour lui, la signature du traité, c'est une étape supplémentaire pour l'indépendance et non pas une situation définitive. Puis il doit bien se douter que concrètement, dans la rue, les actions vont continuer, ça va pas changer grandement les... ça devient compliqué, là. Vous allez le voir. Je te laisse continuer. Alors, rapidement... Ça, c'était l'introduction. Là. Oui, c'est toute l'introduction de l'IRA. Alors, le traité va être signé, puis ça va diviser, encore une fois, les forces nationalistes et séparatistes entre ceux qui sont satisfaits du traité et ceux qui ne le sont pas. On a donc les pro-traités menés par Michael Collins et les anti-traités qui vont être menés par Eamon de Valera. Alors, l'Irlande, qui vient de sortir d'une guerre d'indépendance, s'enlise maintenant dans une guerre civile opposant majoritairement des membres de l'IRA, maintenant divisés. Et de cette ancienne IRA va naître une nouvelle IRA qui est illégale et donc qui agit seulement clandestinement. Et ses principales actions vont être au nord. Et donc, on pourra voir la suite la semaine prochaine. C'était ça son plan, finalement. Et oui. C'est de créer une organisation illégale. Voilà. Vicky, merci beaucoup. Pour les gens intéressés d'en prendre davantage, soyez avec nous la semaine prochaine où nous aurons la 2e partie et les événements plus récents, en fait. Mon crayon revole. Merci. Oriane, on s'en va en musique. Ouais, on s'en va en musique. Exactement. On s'en va en musique sur une suggestion de Vicky. Ça bouge pas mal, on vous prévient, là, levez-vous. Exactement, c'est My Little Armalite. Puis c'est une arme qui est utilisée par l'IRA. Donc là, c'est une adaptation de The Irish Brigade. And it's down along the Falls Road, it's where I long to be. Lying in the dark with the Provo Company. A comrade on me left, another one on me right. A clip of ammunition for me little Armalite. I was stopped by a soldier, he said you are a swine. He hit me with his rifle and he kicked me in the groin. I begged and I pleaded, oh my manners were polite. But all the time I'm thinking of me little Armalite. And it's down in the bog side, it's where I long to be. Lying in the dark with the Provo Company. A comrade on me left and another one on me right. And a clip of ammunition for me little Armalite. Well, this brave RUC man came marching up our street. 600 British soldiers he had lined up at his feet. Come out, you curly pinions, come on out and fight. He cried, I'm only joking, when he heard the Armalite. And it's down in Malahi, it's where I long to be. Lying in the dark with the Provo Company. A comrade on me left and another one on me right. A clip of ammunition for me little Armalite. Well, the army came to visit me, 'twas in the early hours, with Saracens and Saladins and ferret armoured cars. They thought they had me cornered, but I gave them all a fright, with the armour-piercing bullets of me little Armalite. And it's down in the New Lodge, it's where I long to be. Lying in the dark with the Provo Company. A comrade on me left and another one on me right. A clip of ammunition for me little Armalite. Well, when
Pryor came to Belfast to see the battles won. The generals, they had told him, we've got them on the run. But corporals and privates, while on patrol at night, say, remember narrow water and the bloody Armalite. And it's down across the glen, it's where I long to be, lying in the dark with the Provo Company. A comrade on me left and another one on me right, and a clip of ammunition for me little Armalite. Merci, bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. David Girard au micro avec vous. Et je profite de cette première pause musicale, cette première rupture dans l'émission pour vous inviter à participer en grand nombre au prochain colloque de l'Association des étudiants diplômés du département d'Histoire de Montréal, de l'Université de Montréal, au pavillon Lionel Groulx. Ça aura lieu du 20 au 22 mars. Donc c'est cette semaine, ça, du 20 au 22 mars, c'est la semaine qui s'en vient après la fin de semaine. Plusieurs de nos collaborateurs réguliers ici à Histoire de passer le temps y présenteront d'ailleurs les résultats de leur recherche. Parlant de recherche, je préfère avertir nos auditeurs et auditrices, là, ce n'est pas un sujet léger. Chloé, tu nous parles d'études qui font encore débat au sein de la communauté historienne. Oui, exactement. Donc, je viens vous parler du concept de viol comme arme de guerre. Donc, un concept qui est assez accepté quand on parle des conflits contemporains qui ont eu lieu après les années 90, mais que quand on veut aborder les conflits avant les années 90, qui fait plutôt matière à débat au sein des historiens. Donc, rapidement, c'est un concept, en fait, qui fait référence, en fait, à la violence sexuelle de masse, les viols, en fait, des viols qui ont lieu à chaque guerre, on le sait, donc peu importe la guerre, il y en a tout le temps, mais quand on veut parler de ce concept-là, c'est vraiment dans les guerres où est-ce que la violence sexuelle a été... C'est pensé, c'est structuré, donc... Exactement, donc il y a un but, il y a une stratégie, et en fait c'est massif, donc on parle de très très grand nombre, de très grande violence. Donc le concept en serait ici d'utiliser de manière consciente, de manière délibérée, le viol par un groupe armé dans le but d'atteindre un but stratégique, politique ou idéologique. Donc, c'est un concept qui nous vient en fait des années 70. Donc, c'est les féministes américaines qui ont pensé premièrement à ce concept-là. Donc, on voulait aborder à ce moment-là la violence en fait sexuelle qui était commise envers les femmes afro-américaines. D'une part, on voulait également parler en fait des violences sexuelles commises par les soldats américains au Vietnam, et également on commençait à être conscient de la violence sexuelle qui a été faite envers les femmes allemandes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les soldats soviétiques. Et tous ces chercheurs féministes-là avaient en tête l'idée de contrer la vision dominante qu'on avait que au final, le viol en temps de guerre avait toujours eu lieu, qu'il allait toujours avoir lieu, et donc que ça valait pas la peine, en fait, de... C'était comme normal et accepté. Exactement. C'était inévitable, c'était un effet collatéral, donc ça valait pas la peine nécessairement de légiférer sur la chose et de s'y intéresser. Et en fait, on est dans un contexte, en fait, dans les années 70, où encore... le viol est considéré comme un crime mineur au niveau de la loi internationale. Donc, on parle d'un crime contre l'honneur des femmes plutôt que véritablement parler d'attaque contre leur intégrité physique, psychologique. Donc, on comprend qu'elle était quand même fâchée, en fait, de... Ça change assez récemment, je me trompe. C'est changé très récemment, donc dans les années 90. C'est là qu'on va avoir des changements légaux suite à deux grands événements. Donc, d'abord, la guerre en ex-Yougoslavie, qui va entraîner des changements. Donc, rapidement, la guerre en ex-Yougoslavie, c'est de 1991 à 2001. Donc, suite à l'effondrement du régime communiste, les États qui faisaient partie de la Yougoslavie vont vouloir se séparer, ce qui passera pas nécessairement donc auprès des autorités. Et on a plusieurs petites guerres, dont certaines dans lesquelles il va y avoir de la violence, des viols en fait de masse. Donc, on parle ici de la guerre de Bosnie de 1992 à 1995 et celle du Kosovo de 1996 à 99. Donc, c'est des guerres aussi dans lesquelles on va avoir eu des nettoyages ethniques notamment. Et à la suite, en fait, dès le départ de la guerre en ex-Yougoslavie, donc dès 1993, on va avoir un tribunal pénal international qui va se pencher sur les crimes contre l'humanité qui vont être commis dans cette guerre-là. Et c'est la première fois qu'on va considérer que le viol devient un crime contre l'humanité et non pas seulement un crime contre l'honneur comme c'était le cas avant. Deuxième grand événement qui devient très important, c'est celui, c'est le génocide de Rwanda. Donc, génocide qui a lieu de avril à juillet 1994. C'est la population Hutu qui va s'en prendre à aller commettre un génocide contre les Tutsis. Et il va également avoir un tribunal pénal international dans lequel, cette fois-ci, on va reconnaître que le viol peut être un acte de génocide.
Et c'est 4 ans plus tard, en 1998, qu'on va avoir une première condamnation dans laquelle l'accusé, Jean-Paul Akeyesu, va être reconnu coupable de crimes de génocide, incluant les actes de viol qu'il a commis envers la population, en fait, envers les femmes Tutsis. Donc, c'est vraiment avec un développement légal par rapport au viol qu'on va avoir un intérêt chez nous, les citoyens, en fait, qui va se développer pour ce qui s'est passé avant les années 90, parce qu'il y a eu aussi des violences sexuelles de masse, qu'on parle des cas de colonisation, de décolonisation, les autres génocides, en fait, qui sont soit reconnus, soit non reconnus, également les guerres Vietnam, Première, Deuxième Guerre mondiale. Donc, on va commencer à s'intéresser à ces éléments-là. Donc, et ce qu'on va véritablement venir rechercher comme historien, c'est quelle était la stratégie finale qu'on avait, le but qu'on avait comme groupe lorsque commettait la violence sexuelle, qu'est-ce qui était recherché? OK. C'était quoi l'objectif final? Donc, exactement. Dans le cas du Rwanda, c'était, tu disais un peu la destruction. Oui, exactement. On cherche les mêmes événements ailleurs dans d'autres guerres, finalement. Exactement. Okay. Donc, je vous renvoie la question. Quel peut être un objectif qui peut être recherché? C'est une question. Oui, c'était une question. Je dirais la terreur. Ça, la peur, la terreur, il me semble que ça. Ouais, inspirer la peur, j'ai l'impression. Un idéal, peut-être aussi. Ben, c'est une très bonne réponse, en fait. Puis c'est probablement ce qui vient le plus rapidement à l'esprit. En fait, on veut vraiment aller instiller un sentiment de traumatisme total chez la population ennemie, en fait, que ce soit auprès des femmes elles-mêmes qui vont subir le viol, mais également auprès de la population qui n'est pas nécessairement présente ou qui est dans l'incapacité totale de protéger femmes et enfants, malheureusement aussi. Les hommes, souvent, vont être partis à la guerre, par exemple, puis ils vont rester dans les villes, ils vont rester des populations dites plus vulnérables, soit les femmes, ceux qui peuvent pas se battre, les enfants, donc... Exactement, et on a certains cas également où carrément les hommes eux-mêmes vont vivre ces viols-là également. Ben oui, parce que si à la guerre et ton village est attaqué, on sait que le viol collectif se pratique, ça a un effet psychologique très fort. Là, Exactement. Donc, on a quand même plusieurs autres stratégies aussi qui peuvent être recherchées, qui peuvent être un peu plus surprenantes. On a celle, en fait, de la déshumanisation. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'en violant massivement à répétition, donc on a vraiment une volonté en fait, que la population violée, en fait, devienne plutôt un objet sexuel qu'une réelle personne. Et dans le fond, ça devient plus facile après ça pour les bourreaux de commettre d'autres types de crimes, notamment le meurtre. Ça rentre dans les autres formes de propagande aussi, où on déshumanise l'ennemi pour le rendre facile à tuer, finalement. Exactement. Donc, c'est plus facile pour ceux qui doivent exécuter les ordres à ce moment-là. Donc, on a également une volonté, dans certains cas, de blessures physiques. Donc, ce sont des viols qui sont extrêmement violents. Plusieurs femmes ne s'en sortent pas. Donc, ils vont décéder, en fait, des blessures qui s'en suivent. On a également des cas d'infertilité. Ça peut sembler un peu paradoxal parce qu'on est dans une situation de violence sexuelle, mais il y en a qui sont tellement violents, en fait, que ça va résulter dans l'infertilité de ces femmes-là. Et on a également des cas de maladies. Donc, par exemple, au Rwanda, on le sait qu'il y a des hommes Hutus infectés au VIH qui ont volontairement violé des femmes Tutsis dans le but de transmettre cette maladie-là. Et il faut comprendre, en fait, que dépendamment de l'année et de l'époque, du lieu, ben, le VIH, en fait, c'est presque une condamnation à mort à ce moment-là. Ouais, 90, en fait. Oui, c'est pas facile. Non. Donc, mais il y avait pas, je m'excuse, tu sais, en infectant ces femmes-là avec le VIH, il y avait quand même un risque d'infecter les gens qui étaient dans leur propre armée aussi par les viols. Puis... en fait, c'est des gens qui étaient déjà infectés, en fait, donc qui avaient le VIH, donc en violant. Mais oui, effectivement, probablement qu'il y avait ce risque-là. Est-ce qu'ils y ont pensé? On le sait pas. Ça devient une arme de guerre aussi. Puis exactement. Peut-être qu'il y aura des dommages collatéraux, mais qu'à long terme, ça va être efficace. Oui, c'est les générations ensuite, en fait, de ces femmes-là qui vont être touchées. Et une dernière, peut-être une stratégie qui est peut-être un peu surprenante, en fait, du moins, moi, elle m'a choquée, c'est celle de la grossesse forcée. Donc, on a, dans certains cas, une vision d'aller transformer le visage ethnique de la prochaine génération. Okay. Donc, c'est vraiment une vision dans laquelle la femme, en fait, est considérée vraiment comme une sorte d'incubateur. Et là, je n'aime pas le mot, là, mais dans cette vision-là, c'est vraiment la race passe seulement par le père. La femme ne donne rien de sa culture. L'enfant serait de la même race. Exactement. Donc, tout simplement, donc la femme, c'est juste un passage, tout simplement. Rien de plus. Et là, on a des cas, des exemples. Donc, on a, par exemple, en ex-Yougoslavie, dans la guerre en Bosnie, donc ce sont les femmes musulmanes bosniaques qui ont été agressées sexuellement par les soldats serbes. Et il y avait des camps d'internement dans lesquels elles étaient violées à répétition jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes et ensuite incarcérées jusqu'à ce que l'avortement ne soit plus possible. Et pour montrer, en fait, qu'il y a des historiens qui sont penchés sur des cas plus anciens. On a le cas, par exemple, des conquistadors en Amérique. Donc, ces conquistadors qui auraient violé les femmes autochtones, puis instauré une hiérarchie sociale raciale dans lesquelles ces enfants issus du viol, qui sont plus blancs
que les Autochtones auraient une position en fait un peu plus élevée que les Autochtones. Donc c'est là qu'on voit que les historiens peuvent s'intéresser à quelque chose qui était en fait un peu plus loin que les années 90, même si c'est beaucoup plus difficile à prouver en fait. Puis quel genre de sources on utilise pour étudier ces questions-là? Des fois, ça remonte à très loin, là, c'est difficile. Oui, en fait, c'est ça qui fait que c'est compliqué parce que pour les conflits contemporains, on a des tribunaux pénaux internationaux qui fait qu'on s'est penché vraiment sur la globalité du phénomène, le phénomène de viol de masse. Alors que lorsqu'on regarde, par exemple, juste quelque chose qui n'est pas si loin, la Deuxième Guerre mondiale, on s'est pas penché sur les crimes contre l'humanité qui incluaient le viol. Donc, les historiens vont vraiment plus utiliser témoignages, articles de journaux qui aborde ces viols de masse-là. On parlait de documents de la cour martiale, de documents légaux. Et en fait, c'est que ces documents-là, oui. Oui, mais en fait, ça me fait penser que ça a été comme finalement prouvé il y a pas si longtemps que ça, les viols de masse qu'il y a eu en Chine par les soldats japonais. J'imagine, je sais pas si tu voulais t'allais en parler ou quoi, mais c'est avec beaucoup des témoignages justement qui ont réussi à retracer ce qui est arrivé dans certaines villes. Exactement, mais en fait, ce qui arrive avec les témoignages, c'est qu'on n'est pas capable de trouver l'intentionnalité. On n'a pas aucun document nulle part qui dit l'autorité militaire a demandé expressément, délibérément qu'on viole ces femmes-là avec un but extérieur. Retrouver l'intention à travers ça, c'est donc, difficile. Il n'y a pas grand monde qui nie, en fait, tant que ça, les viols de masse, mais c'est, en fait, de nier, en fait, que c'est une stratégie, en fait, de le nier, en fait, on ne sait pas si ça l'est ou pas, indépendamment des cas. Donc, c'est un peu plus difficile, et ce qui fait que les historiens utilisent les mêmes sources, et on se retrouve avec un très, très large spectre de raisons possibles pour expliquer les viols de masse qui vont, oui, de l'arme de guerre dans certains cas, mais jusqu'à l'autre extrême, on a des gens qui vont le justifier en parlant d'absence de possibilités sexuelles pour les soldats. Donc, ils vont se tourner tout simplement vers ce qui est la facilité qui est de violer, en fait, les femmes ennemies. Dans le fond, quand c'est fait de façon individuelle, c'est pas considéré comme un crime de guerre, mais aussitôt que c'est organisé, là, on considère ça comme un crime de guerre. C'est exactement. OK, parfait. Donc, ça serait ça. Et je finirais peut-être rapidement en vous parlant de peut-être quelque chose qui me rend mal à l'aise, moi, par rapport à ce concept-là. Donc, vous avez peut-être senti, en fait, le même malaise. En fait, c'est l'utilisation du mot viol, qui pas très large, en fait, on le sait, c'est une définition qui est quand même restreinte. Au moins, on a lorsque les chercheurs se penchent sur ce mot-là, ils vont inclure au moins les hommes, les femmes, les enfants. Par contre, tout ce qui est torture, mutilation, harcèlement, humiliation sexuelle ne sera pas inclus. Donc, on a quand même quelque chose de limité. Et c'est dommage parce qu'en fait, tous ces actes-là devraient être inclus, en fait, parce qu'ils peuvent servir de stratégie qu'on parle politique, idéologique. Apprendre au sens large. Et est-ce que les historiens ont été appelés à témoigner dans le cadre du procès pour crime de guerre, sur le procès pour le génocide au Rwanda? Est-ce que les historiens ont été appelés à témoigner? À ce que je sache, non. C'est un procès en fait au Rwanda qui s'est terminé en 2010, si je me souviens bien. Donc c'est quand même récent là, pour des événements qui sont depuis 1994. Mais c'était plutôt en fait des avocats qui vont être là, qui vont être présents en toute... Mais c'est récent, en fait, d'historiser ce type de concept-là, puis d'utiliser comme tu disais, là, des trucs récents, nouveaux, puis d'aller, en fait, là, ensuite, c'est remonter dans l'histoire pour aller voir cette espèce de modèle-là, où est-ce qu'il s'appliquerait, dans quelle situation. Fait que c'est quand même, j'imagine que c'est des études super récentes que tu utilises. Exactement, c'est plutôt récent, et même quand on parle de l'ex-Yougoslavie, là, que c'est un conflit de 1991 à 2001, dès 1993, on a déjà le procès, donc c'est pas nécessairement des historiens qui sont appelés à parler d'une situation qui est aussi récente, en fait, dont les crimes se déroulent encore à ce moment-là. À titre comparatif, je sais pas. Oui. Merci, fort intéressant. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, on vous invite à consulter le programme de communication des Nations Unies sur le génocide au Rwanda. Il y a une belle section consacrée à ça, au viol de guerre. Voilà, merci. On va s'en aller en musique avec quelque chose d'un peu plus joyeux. Oui, on est merci. Pour nous remonter le moral, on va écouter un groupe belge qui s'appelle Chico y Mendes. Et le chanteur, il est d'origine péruvienne, c'est pour ça qu'il chante en espagnol, vous allez voir. Ah. Et donc, ça s'appelle Reggaeton Feminista. La demoiselle n'a jamais demandé un prince. Elle voulait juste une soirée pour danser décompressée. Épargnons-lui la vieillotte galanterie que l'on brandit comme un privilège exquis de jeune fille. Pour beau voir qu'à l'au parc c'est toutes les autres. Fermons nos gueules durablement sur ce qu'est la femme prétendument. Les ovaires ne les condamnent pas à vivre à genoux. Alors dansons sur ce son aigre doux. Aquí no hay juguete. Aquí
se comparte, aquí no se maltrata. Vente amor a bailar conmigo, que aquí nadie termina en el piso, hijo. Que aquí nadie termina calata, hija. Que aquí nadie termina en el piso, hijo. Que aquí nadie termina calata, hija, hija, hijo. Es un reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho, que afuera se quedan los machos. Reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho, que afuera se quedan los machos. Senhora Flávia Coelho, 1, 2, 3. A gente tá cansado de discurso, queremos ação. Uma nova ideia pra uma nova geração. Prática do respeito começa em casa. A prática do direito das mulheres. A gente avança, avança devagar, devagarinho. Se não andar direito, vê a fofoca do vizinho. Educação mundial precisa de forma geral. Sair das garras do raio desse poder patriarcal. Aquí no hay violencia, aquí se disfruta, aquí no se domina. Vente amiga a gozar con nosotros, que aquí se respeta a los otros. Que aquí se respeta a toditas, hija. Que aquí se respeta a toditos, hijo. Que aquí se respeta a toditas, hija, hija, hijo. Es un reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho, que afuera se quedan los machos. Reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho, que afuera se quedan los machos. La règle veut que le masculin l'emporte. La règle veut que l'antique prince culbute la pucelle qui voulait juste aller valser sur des rythmes et des notes chaloupées. En partant à toute allure, elle a perdu sa chaussure. Le prince a emporté le trophée. Ce sera son seul baiser. Es un reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho, que afuera se quedan los machos. Reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho, que afuera se quedan los machos. Es un reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho, que afuera se quedan los machos. Reggaetón feminista, antimachista, antipatriarcal. Y cuando te lo diga, escúchalo bien, guacho, que afuera se quedan. Bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. David Gérard au micro. Merci pour cette belle chanson, c'était magnifique. Pour le dernier segment, oui, c'est ça. Petite publicité avant de commencer le dernier segment. Je me mélange. La joie, le printemps, la musique, voilà, ça me perturbe un peu. Vendredi dernier, le 8 mars, c'était la journée pour le droit des femmes. Hein, je me trompe pas, c'est bien ça. Ça. Mais c'était aussi la date limite pour vous inscrire à la première édition du Festival international du film d'histoire de Montréal. Événement fondé, entre autres, par deux historiens diplômés de l'UQAM, Eliane Bellec et Mathieu Trépanier, qui aura lieu à la Cinémathèque québécoise du 3 au 5 mai 2019. La programmation sera dévoilée au début du mois d'avril. Amélie, Montréal, cinéma, divertissement, bading bada, on pense aussitôt au Parc Dominion. Ah, tout de suite, c'est le premier lien que je fais. Oui, ben en fait, moi aussi, le printemps m'a comme habité cette semaine. J'avais tellement hâte que ça arrive. Donc, j'ai décidé de continuer ma série de chroniques sur les parcs, en me disant les parcs, l'été, le printemps, le petit vin, tout ça. C'est conceptuel. Tout est dans tout. Alors, je reprends la suite de ma chronique sur le parc Sommer que j'avais présenté il y a environ un mois. On se rappelle qu'il y avait eu des singes qui avaient brûlé dans un incendie. Ouais, si vous vous souvenez bien. Dans le fond, le parc Sommer, c'est un parc qui était situé sur l'actuel site de la brasserie Molson. Et ce parc-là a existé entre 1889 et 1919. On présentait à l'origine des concerts de musique classique parce que le fondateur Ernest Lavigne voulait vraiment, en fait, trouvait que la musique classique s'appréciait encore mieux dans un contexte à l'extérieur, sur le bord du fleuve et tout ça. Et finalement, avec le temps, évidemment, des spectacles de variété, tous plus étranges les uns que les autres, se sont ajoutés à la programmation pour élargir la clientèle et attirer autant la clientèle bourgeoise que les gens du public. Et finalement, le parc a été démoli en 1919 à la suite d'un incendie et c'est plutôt triste, mais en fait, les dernières années étaient vraiment pas très achalandées, entre autres parce qu'il y avait un nouveau parc qui menait une concurrence féroce au parc Sommer, le parc Dominion. Alors, voici cette chronique sur le parc Dominion. C'était mon introduction.
Donc, au début des années 1900, il y a un promoteur américain du nom de Harry A. Dorsey qui flaire que Montréal, la métropole canadienne à l'époque, est mûre pour avoir son propre parc d'attractions. Un peu à l'instar des autres parcs comme les mythiques parcs de Coney Island à New York, où est-ce qu'il y avait vraiment les premiers manèges, puis c'était un peu les premiers de ce type-là. Donc, Monsieur Dorsey, qui possédait déjà des parcs à Milwaukee et à Minneapolis, se dit que Montréal, avec sa population grandissante de façon exponentielle et tout le commerce qu'il y a, peut vraiment être un lieu pour avoir un tel parc ici. Donc, malheureusement, en fait, Montréal étant ce qu'elle est, c'est une île et l'expansion, elle est limitée. Donc, la ville étant de plus en plus densément construite dans ses limites, eh bien, si on veut construire des gros projets qui demandent beaucoup d'espace, comme un parc d'attractions, par exemple, ça va nécessiter d'aller plutôt loin de la ville. Il faut de la place. Parce que c'est ça, il faut de la place et il n'y a pas de place dans la ville. En fait, sur le bord du fleuve, c'est très bâti. On peut pas mettre des montagnes russes, par exemple. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas plus maintenant, d'ailleurs. Et donc, en fait, avec cette problématique-là, c'est l'avantage d'avoir accès à de grands terrains, certes, mais c'est aussi le désavantage de se dire, mais comment on fait pour amener toute notre clientèle si loin de la ville? Donc, là, en fait, notre monsieur Dorsey vise en particulier des terrains dans l'est de Montréal. Mais il n'y a pas de tramway qui se rend là, donc il faut ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va s'allier avec une compagnie de tramway pour que les deux aillent de pair. Dans le fond, l'ouverture du parc vienne avec l'ouverture d'un chemin de tramway qui se rende jusque là. Est-ce que tu sais s'il y a l'intention aussi de développer le terrain, de développer les alentours du parc, en fait? Ben, à ce moment-là, c'était vraiment un promoteur d'un parc. C'était pas un promoteur de type immobilier. Dans le fond, c'était un Américain. Fait qu'il y avait pas réellement le désir de faire une ville autour. Là. Lui, c'était vraiment maximiser son profit avec son parc. Donc, amener le monde de la ville au parc, ce serait suffisant de payer le tramway. C'était uniquement ça. Puis dans le fond, je vais vous donner un peu les statistiques tantôt. Vous allez comprendre que son projet s'est rentabilisé extrêmement facilement. Donc, finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'allier avec la Montreal Street Railway, qui va créer dans le fond, c'est la compagnie principale de tramway de la ville de Montréal. Et cette compagnie-là, dans le fond, pour créer son chemin vers l'est, va faire une nouvelle compagnie qui s'appelle la Suburban Tramway Corporation. Et cette ligne-là va réussir à contourner le monopole d'une autre ligne de tramway parce qu'il y avait plusieurs compagnies et chaque compagnie avait une espèce de petit monopole local. Et c'était difficile, les lignes ne pouvaient pas trop se croiser parce que là, ils étaient en grande compétition à avoir le contrôle total de Montréal. Donc, en faisant une nouvelle compagnie, en passant par la rue Notre-Dame, ils réussissent un peu à contourner ce monopole-là qu'avait la Montreal Terminal Railway. Voilà. Et donc, l'alliance entre le promoteur et la compagnie de tramway, elle est plus intense que je le pensais au début. C'est-à-dire que c'est le gérant-manager de la compagnie de tramway qui va lui-même acheter les deux lots sur lesquels sera implanté le parc Dominion et il va les revendre évidemment à fort prix au promoteur. Donc, les liens sont quand même plutôt intenses et le gérant de la compagnie de tramway va être le premier gérant du parc. Donc, il y a quand même ils vont être copropriétaires du parc. Et dans le fond, sa localisation, je pense que je vous l'ai pas dit, il était à Longue-Pointe. En fait, c'est près de l'entrée. Le village de Longue-Pointe est un village qui a été démoli quand ils ont construit le pont-tunnel ou Paulette La Fontaine. Donc, c'est situé tout près de l'actuelle entrée du pont, un peu vers du côté ouest du pont. Donc, pour les gens qui sont pas de Montréal, c'est comme au nord-est de l'île. Là, au sud. Nord. Sud. Une nouvelle carte à regarder. Non, mais non, c'est au sud. C'est au nord. C'est en bas, à côté de Schlaga. Ben oui, c'est nord-est de l'île, ça. Bon, voyons. Écoutez. Il y a un débat ici. Mais c'est parce que là, on a un problème avec ça, c'est que le nord montréalais ne correspond pas au nord réel. Ouais. En tout cas, au sud de l'île, entre la rue Dixon et le pont-tunnel. Du point de vue montréalais, ce serait le sud-est. Voilà. Et en réalité, ce serait le nord-est. Laisse-moi tranquille. Donc, si le parc devient un peu le prétexte et la raison de cette expansion-là vers l'est, c'est un peu, le but étant de rejoindre le parc. Et donc, ce lot-là va être le parc va être sur la rue Notre-Dame, comme je disais, au sud-est de l'île. Et on va vraiment être entre la rue Notre-Dame et l'eau. Si on est un peu familier avec ce coin-là, ça a pas l'air de ça maintenant. Il y a vraiment une très grande distance entre la rue Notre-Dame et le bord de l'eau. C'est qu'en fait, dans les années 1970, ils ont remblayé pour faire le port de Montréal. Et donc,
l'espace a vraiment changé à partir de ce moment-là. Donc, tout ça pour dire que le 2 juin 1906, c'est le coup d'envoi des milliers de personnes. En fait, les journaux vont parler de 10 000 personnes le premier jour et 40 000 personnes le lendemain. Donc, ça a été vraiment un bon premier week-end. Et qui sont venus profiter des manèges et des attractions pour la modique somme de 10 sous pour les adultes et 5 sous pour les enfants. Même si on fait les transferts avec l'argent d'aujourd'hui, ça reste que c'est vraiment pas cher. Ça équivaut à quelques dollars pour aujourd'hui. Par exemple, il me semble qu'un billet de tramway, c'était 10 sous. À l'époque, 5 sous à l'époque. Donc, c'est comme si ça coûtait environ 7 $ aller à la ronde. Fait que pour 20 sous aller-retour, là, ta journée était faite. Ouais. Plus le lunch. Ouais, puis il y avait des petits kiosques de nourriture, évidemment, là. Mais, en fond, ça restait pas très cher par rapport au divertissement comme on le consomme maintenant, qu'aller à la ronde, par exemple, ça peut coûter des centaines de dollars. Ben, on n'était vraiment pas, même si on fait les équivalences, là, ça restait quelques dollars tout au plus. Et donc, bientôt, le slogan « Tous les chars allant vers l'Est conduisent au parc Dominion » apparaissent dans les revues sur les tramways et tout ça pour dire vraiment, prenez les tramways vers l'Est et allez au parc. Vous allez pouvoir vous divertir si facilement. Et donc, parlant de divertissement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce parc? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ouais, mais les premiers manèges. Alors, tout est en anglais, évidemment. Là, c'était un promoteur américain. Et, le divertissement était plutôt anglophone à l'époque. Et donc, il y avait le Scenic Railway, qui était des montagnes russes, un peu comme celles qu'on retrouve à la ronde, là, vraiment un long complexe de montagnes russes, tout en bois. Il y avait le chute de chute qui était dans le fond une petite voiturette de type bateau qui descendait une longue montagne dans le fond et arrivait dans un bassin d'eau créant une explosion d'eau et des éclaboussures et bref un concept qui a été repris régulièrement dans les parcs d'attractions. Ça ressemble un peu à la Pitoune ou même au Splash, le nouveau manège. Ben nouveau. Oh mon Dieu, j'ai quel âge? En France, on appelle ça une rivière canadienne. Ah. Tout est dans tout. Voilà. Donc c'est et il y avait aussi le Mystic Rail qui était un manège à l'intérieur d'un pavillon où les passagers prenaient place dans un petit wagon également en forme de bateau et circulaient dans des sentiers d'eau dans le fond. Et il y avait aussi évidemment carrousel, grande roue, les trucs traditionnels de parc d'attractions. En étudiant attentivement le plan GOAT d'assurance incendie de 1914, j'ai pu voir en fait outre ce qu'on sait déjà, c'est quoi les autres attractions qu'il y avait dans ce parc-là en 1914. Et donc, voici un bref résumé. Il y avait une galerie du rire, une structure en bois, ça s'appelle en anglais, c'est Motorcycle Drome. Donc, j'imagine que c'est en fait une structure en bois, comme une sphère, en fait, à l'intérieur de laquelle des motocyclettes pouvaient tourner. Donc, c'était bien impressionnant à regarder. Et il y avait aussi une human roulette et un diving girls. Dans le fond, c'est un stand à plongeon très très haut. Puis on voyait même dans le plan, on voyait le petit dessin du tout petit carré bleu de son water tank pour plonger. Donc ça devait être très impressionnant. Dans le fond, la plongeuse qui montait très très haut et qui plongeait dans un tout petit bassin d'eau à ses pieds. Il y avait aussi House of Nonsense, j'imagine une sorte de musée de l'absurde, Traveling Zoo, Vaudeville Theatre et un Electric and Mechanical Show. Encore une fois, s'il y avait pas beaucoup de descriptifs, c'était comme c'est ça, c'était des fois juste une ampoule, ça pouvait être bien impressionnant. Donc voilà, je sais pas trop quel type de spectacle c'était, mais j'imagine que ça amassait les foules devant la scène. Et donc, on comprend un peu en regardant ce type d'activité-là qu'il y avait certes les manèges, mais il y avait aussi plein d'attractions, des classiques de la variété, comme des amusements, des clowns, des cirques itinérants qui venaient aussi au parc Dominion. En ajoutant à ces attractions dites classiques, il y avait aussi des attractions que j'ai trouvées plutôt bizarroïdes et je m'en voulais en fait de pas vous en parler, donc j'ai décidé de vous expliquer ce qu'il y avait également dans d'autres petites pavillons. Il y avait, par exemple, un pavillon qui a été inauguré quelques mois après le naufrage du Titanic, un pavillon qui proposait une reconstitution du drame pour permettre aux Montréalais, j'imagine, de bien comprendre ce qui s'est passé. Il y avait aussi un pavillon similaire qui montrait l'inondation de Johnstown.
en Pennsylvanie, où plus de 2200 personnes sont mortes quand une digue a cédé, et donc une reconstitution miniature de cette tragédie. Et enfin, mon préféré, je crois, il y avait un pavillon étrange qui était celui de l'incubateur à bébés. Et le concept était qu'on regardait en fait à travers une vitre des infirmières prendre soin de bébés et de bambins. Il était à qui ces bébés-là? C'est une question que je me suis posée. Je n'ai pas eu de réponse, mais je me dis que peut-être des orphelinats ou des trucs comme ça. Mais en même temps, qui laisse son bébé pour se faire soigner devant une vitre? Ça explique le prix du parc. Peut-être. Il y avait d'autres sources de financement. Et donc, j'accélère un peu, le temps file vraiment rapidement, mais il y a eu plusieurs incendies à travers le temps et la plupart ont été sans grandes conséquences parce qu'en fait, tous les bâtiments étaient en bois, donc nécessairement, le feu était propice à prendre dans le parc. Malheureusement, en 1919, le 10 août 1919, il y a eu un feu qui a pris ses origines dans le Mystic Reel, qui était celui dans un pavillon fermé avec des petits bateaux. Et en fait, probablement, vu que le parc était ouvert cette journée-là, on suppose que ce serait par exemple une cigarette qui aurait mis le feu à la structure, mais comme tout est en bois, le feu s'est propagé extrêmement rapidement dans le pavillon et s'est déplacé également sur la montagne russe tout juste à côté. Et finalement, les pompiers ont été alertés. Il y a eu les pompiers de Longue-Pointe juste à côté, mais également les pompiers de Maisonneuve et de Montréal. Mais rien à faire. En fait, la structure s'est effondrée extrêmement rapidement, prenant au piège les quelques jeunes qui étaient dans le manège. Et donc, il y a eu 8 décès, dont 3 enfants dans cette tragédie-là. On pourrait croire que cette tragédie, dans le fond, cet incendie-là aurait mis fin au parc, mais non, loin de là, ils se sont reconstruits, tout est beau. Et finalement, en fait, je l'ai dit au tout début, le parc Sommaire a fermé la même année, en 1919. Donc, ils ont été un peu libérés de cette concurrence-là qui devait être quand même difficile, mais ce n'était que de courte durée parce que en 1923, ouvre le parc Belmont à Cartierville, au nord de Montréal. Et donc, c'était un peu plus proche de Montréal et c'était une nouveauté. Donc, la concurrence a été rapidement extrêmement difficile pour le parc Dominion qui se faisait vieillissant. Et donc, finalement, la concurrence du parc Belmont, doublée de la crise économique des années 30, a vraiment scellé le destin du parc Dominion qui était vieillissant, qui devait avoir d'importants investissements financiers, vu que tout était en bois, tout était à entretenir rapidement. Il y avait pas assez de financement pour ça. Et donc, finalement, en 1938, les wagons se sont arrêtés au parc Dominion et c'est la fin de ce parc qui a été grandiose. En fait, c'est le premier parc d'amusement avec manège à Montréal. La prochaine fois, le parc Belmont? Peut-être. Je pensais au Jardin Guilbeault aussi. Ah, on veut savoir ce qui se passe avec le parc Belmont. Oui, c'est vrai que je vais faire. OK, c'est noté. C'est réglé, voilà. On achève. Hey, ma fin était vraiment rapide. C'était parfait. Écoute, on est allé dans le temps. J'en profite rapidement pour vous dire aussi là, qu'il reste quelques jours, quelques semaines, en fait 2 semaines, 31 mars, c'est la date limite pour envoyer vos propositions de communication pour le prochain congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, 72e congrès. Ça se fête, mes amis. C'est en octobre que ça se passe à Ottawa, dans la capitale. On va avoir du fun, je vous le garantis. OK, merci à tous et toutes de vous être rejoints à nous pour cette édition du 15 mars 2019 d'Histoire de passer le temps. Nous sommes sur les ondes de choc.ca. C'était David Girard à l'animation, en compagnie d'Amélie Roy-Bergeron, Chloé Poitras-Raymond, Vicky Laprade et Oriane Daven. Je savais que je me mélangeais quelque part dans cette émission-là, ça a la fin. Voilà. Tant pis, c'est mon nom de famille qui passe. Daven, merci Oriane. Je vous souhaite une excellente semaine.